il n'est pas commun d'aborder la question du paysage par la recherche, hein, et encore moins par la méthode. Bon, le paysage demeure, comme vous le savez tous, du domaine de la culture, de l'art, de l'esthétique, du sensible, de l'imaginaire, de la symbolique, c'est-à-dire du flou et du fou. Et ça, il faut le préserver. Ce grain de folie, il faut le garder, hein. Mais, très récemment, il y a moins de 2 ou 3 décennies, le paysage est devenu, très brutalement, un outil de l'action territoriale. Et on a utilisé le paysage un peu comme on utilise un outil. Donc il y a un problème d'instrumentalisation du paysage. Instrumentalisation n'est pas dans ma bouche un mot négatif, mais malgré tout ça pose un certain nombre de questions. Et ces questions, nous avons tous en face de nous. Et entre ces 2 pôles, hein, le pôle culturel qui reste là fondamentalement celui du paysage, et un pôle d'action, il y a la méthode, il y a la recherche. Et cette recherche est incontestablement le maillon faible du système. Donc il faut saluer ces 5e journées de la recherche doctorale en paysage, une recherche des jeunes, pour les jeunes chercheurs, des recherches, nous l'avons vu, qui existent. Incontestablement, pendant ces 2 journées, il y a des recherches originales, certaines novatrices, il y a des résultats. Donc, je crois que les organisateurs ont réussi. Ce type de manifestation, on l'a déjà dit. Voilà, quelle est la situation. Alors, je n'ai pas dressé un bilan, ni même une analyse critique, on me l'a défendu, et Serge Briffaut m'a cantonné dans une sorte de post-face, dont je ne sais pas très bien ce que ça signifie. Hein. En tout cas, ça signifie certainement porte-à-faux, porte-fou aussi peut-être, je ne sais rien, je préfère le second rôle. Je n'ai rien à dire, ou bien au contraire, j'ai tout à dire. Donc il y a un espace de liberté que je vais essayer d'utiliser, pas pour commenter ou très peu, mais surtout pour essayer de prolonger un peu les réflexions qu'on a eues aujourd'hui. Que sera demain le paysage? Que sera demain la recherche sur le paysage? Que seront les recherches que vous, jeunes chercheurs, allez conduire sur le paysage? Dans quelles conditions? Donc, avant tout, c'est l'état du paysage, l'état de la culture paysagère et l'état, bien sûr, de la recherche paysagère. Il fallait, j'allais dire, une sorte de fil rouge, de fil directeur, pour ne pas continuer à parler du paysage un peu en vrac, hein, comme on l'a fait un peu tout à l'heure, mais c'était nécessaire. J'ai essayé de faire un peu de prospective, c'est beaucoup dire, hein, mais de répondre à la question d'Edgar Morin, s'attendre à l'inattendu. Parce que c'est ça qui nous attend, l'inattendu. Nous savons dans une période de crise. Bon, je ne vais pas faire un dessin, crise mondiale, crise de l'environnement. La crise, ce n'est pas la catastrophe, bien entendu. La catastrophe, c'est le 21 décembre à Bugarache. Donc, je vais vous parler, moi, d'après la fin du monde. Qu'est-ce qui va se passer après la fin du monde? Il y aura toujours un paysage. Il y aura toujours les chercheurs. Donc, je ne vais pas faire d'exégèse de la crise, hein, mais simplement pour dire que, malgré tout, le paysage, dans sa forme actuelle, est, disons, l'enfant gâté des 30 Glorieuses et peut-être de mai 68 aussi. C'est-à-dire une période qui est derrière nous. Moi, je l'ai vécu, mais vous la voyez de très loin, hein, un peu dans la confusion. C'est-à-dire que le paysage ne sera jamais plus ce qu'il était. Ce sera un paysage de crise, dans un monde en crise. Un paysage menacé de dégradation, de perte de sens aussi peut-être, mais aussi, paradoxalement, une revalorisation du paysage. Une revalorisation comme bien rare, le patrimoine, l'identité, le cadre de vie, tout ça va devenir extrêmement précieux, mais dans des situations difficiles.
économique et social difficile. Donc, je crois que, je ne vais pas le faire maintenant aujourd'hui, mais vous devez vous mettre en situation d'imaginer, d'étudier le paysage en temps de crise, et un paysage donc de crise, un paysage de difficulté. Or, ça c'est le deuxième point, si vous voulez, qui ressort un peu de ça, tout ce qu'on a vu. Le paysage demeure encore un objet ou un sujet mal, voire non identifié, mal spécifié. Un discours sans la méthode. On l'a vu. Pas de système cognitif derrière le paysage, très faible conceptualisation, des méthodes empruntées à droite ou à gauche, dans un bricolage. Or, les outils existent. Ces outils, on ne les a pas tellement utilisés. Bon, ces outils, vous les connaissez, c'est des outils classiques scientifiques. Hein. L'analyse de système, la pensée la complexité aussi, hein. Tout ce qui se développe actuellement autour de ce qu'on appelle la pensée métisse. Hein, il y a là, de la part de certains philosophes, une réflexion qui, bon, on ne peut pas partager tous les aspects, mais il y a des aspects intéressants. Il y a toute une série aussi de formes d'épistémologie qui se développent, soit de la grande épistémologie philosophique, soit au contraire des épistémologies que je qualifie d'épistémologie de terrain, un peu en rase-motte. Donc il y a les moyens. Alors pourquoi ne pas les utiliser? C'est important, parce que c'est tout le rôle du paysagiste qui va être reconnu ou pas reconnu. En recherche, ou bien on a des méthodes, on est reconnu ou bien on ne l'est pas. Et on le voit au moment de soutenance de thèse. Donc c'est le rôle du paysagiste et la place du paysagisme qui sont en cause. Est-ce que le paysagiste va devenir un polyvalent du territoire, ce qu'a été le géographe pendant des années? Et ça a plus ou moins réussi au géographe. Hein. Donc il faut savoir, ou bien est-ce que le paysagiste peut être autre chose, peut-il avoir un savoir un peu plus défini. Ces journées, ça c'est le troisième point maintenant, ces journées doctorales proposent un certain nombre d'avances construites, novatrices. Le premier point que j'ai retenu, bon, je suis allé très vite, hein, donc je vais répéter ce qui a été dit un peu tout à l'heure, c'est que pour la première fois, je crois, on reconnaît l'universalité du paysage. Le paysage, ce n'est pas lui le jardin, ce n'est pas seulement le jardin. Le paysage, ce n'est pas seulement ce qui est ordinaire, extraordinaire, remarquable. Le paysage, ce n'est pas ce qui est européen. Ça, Hervier nous l'a rappelé. Le paysage non plus, donc, n'est pas qu'une monographie. Or, il y a un abus de monographie dans le paysage. Donc, en fait, dans la mesure où le paysage devient un universo, c'est beaucoup dire, le philosophe ne serait pas d'accord, mais il y a au moins une certaine universalité, hein, et c'est un peu, si vous voulez, ce qui se rapproche un peu de cette fameuse histoire de l'Afrique qui n'était pas rentrée dans l'histoire. Hein. On a distingué les sociétés avec paysage et les sociétés sans paysage. Mais avant, on avait distingué les sociétés qui avaient une histoire et celles qui n'en avaient pas. Bon, avec toutes les conneries qui ont pu être racontées récemment. Hein. Donc je crois que ça ne colle pas. Hein. Il faut, le mot peut-être importe, paysage, mais ergoter sur le mot, bon, on va cela aux sémiologues, et on va voir ce qui se cache derrière le mot. Ce qui ont été faits déjà en Afrique en particulier, et à Madagascar. Donc là, il y a un champ qui s'ouvre intéressant. Hein. Et c'est l'élargissement du paysage. Hein. Ne pas rester confiné à l'Europe, ne pas rester surtout confiné à la définition européenne, de la Convention européenne du paysage. Ça, c'est une affaire bureaucratique, il faut dépasser ça, hein, et voir les choses beaucoup plus largement.
Je reviens d'une expérience brésilienne où effectivement, on ne parle pas de paysage, mais le paysage, il est partout. Hein, et surtout, il peut être un antidote à la pensée environnementaliste. En effet, c'est là le deuxième point. Bon, on l'a dit et redit au cours de cet exposé, mais il faudra quand même avancer. Le nœud gordien de la question, c'est le couple, enfin le rapport entre environnement et paysage. On l'a dit, mais il faudra bien le prendre à bras le corps. Vous ne pouvez pas continuer à travailler comme on l'a fait nous, avec d'un côté l'environnement, le paysage, des choses qui se recouvrent sans se recouper. En fait, il y a D'abord, il faut prendre conscience qu'il y a un seul objet. Cet objet, c'est le territoire. Ce territoire, on le voit ou bien comme un paysage, ou bien comme un environnement. Ce sont deux démarches différentes, qui ne sont pas structurées aucune d'un point de vue scientifique. L'environnement peut être un peu davantage. Donc, on a affaire à deux champs conceptuels, deux champs méthodologiques pas mal organisés. Il faut savoir lequel on choisit dans un premier temps, peut-être, ou bien trouver un compromis. Ben, ça dépend des sujets qu'on a abordés. Je crois que j'ai parlé à plusieurs reprises de l'environnement history américaine, l'histoire de l'environnement américaine que l'on avait un peu oubliée en France, peut-être pas à tort, et qui réapparaît en force. C'est ce qui m'inquiète. Qui réapparaît en force par des gens qui ne connaissent rien à l'environnement, qui ne connaissent rien au paysage, et qui sont fascinés, bon, par les États-Unis d'abord, comme d'habitude, mais fascinés aussi par une pensée simpliste. En fait, l'environnement historique américaine, c'est un retour du déterminisme. On pourrait appeler ça un néo-déterminisme historique. Donc, en fait, ça vient renforcer l'aspect environnemental, et l'aspect paysager a du mal à s'imposer dans la mesure où il n'est pas structuré, il n'est pas organisé. Donc, voilà la question qui se pose. Hein. Un autre aspect qui est apparu dans les discussions, moi je ne fais qu'aborder le sujet, Serge Briffaut m'a donné un quart d'heure, même pas, alors je vais vite. Hein. Qui m'a frappé dans vos interventions, c'est le rapport, ou l'absence de rapport, entre la grande culture paysagère, disons, employons le mot artialisation, pour simplifier, bien que l'artialisation ne recouvre pas cet ensemble, et la sensibilité paysagère contemporaine. On a l'impression, même plus qu'une impression, hein, on est à peu près certain que dans les études paysagères qui sont conduites dans l'aménagement, on oublie de plus en plus hein, la culture paysagère et on bricole à partir de sensibilités plus ou moins construites, on bricole, disons, peut-être c'est une nouvelle culture qui apparaît, après tout, pourquoi pas. Mais il faut peser le pour et le contre. Est-ce qu'on peut faire abstraction ou bien négliger la grande culture paysagère sans établir un phylum historique, une continuité, hein, qui a été quand même à la base de la culture, de notre culture. Regardez un peu ce qui se fait autour de vous au point de vue aménagement, bah, vous verrez que les rapports avec la culture paysagère, et ce que fait Briffaut ici et son équipe au sein du cépage, c'est justement d'essayer d'établir des connexions, des relations, de tisser en quelque sorte l'histoire longue du paysage, qui est, à mon avis, bon, l'élément indispensable, et surtout l'élément qui permettra de distinguer le paysage de l'environnement, ou qui complétera l'environnement. Mon impression, c'est que actuellement, ce qu'on appelle vulgairement le paysage-action se rapproche de plus en plus de l'environnement et, disons, de l'écosystème, en effet. On oublie un peu la dimension culturelle, ou bien on la rajoute en mettant quelques pincées sensibles hein, sur l'environnement. Quatrième point, donc, ce sont que j'ai retenu, qui est lié à celui-là, qui est lié à cette question, hein,
Parce que ce soit le paysage, que ce soit l'environnement, à chaque fois, il est question de champs d'investigation, de champs de pensée, qui ne sont absolument pas d'ordre scientifique. Hein. Ni le paysage ni l'environnement ne sont des concepts, ils ne le seront jamais. Il ne faut pas souhaiter transformer ces choses-là en concepts. Bon, ce sont des notions, ce sont des champs, et ces champs, on les gère actuellement à travers un bricolage interdisciplinaire. C'est vrai qu'il ne relève d'aucune discipline en particulier, il relève de toutes. Mais est-ce qu'on peut continuer sur ces bases-là? Bon, l'interdisciplinarité, c'est quoi? C'était un moment de la recherche dans les années 68, après 68, 70, 80, où on a regroupé des éléments venant de disciplines diverses pour essayer d'aborder un certain nombre de problèmes un peu plus complexes, un peu plus diversifiés, mais sur des bases qui restent instables. Donc, il y a eu les disciplines, bon, insuffisantes, l'interdisciplinarité, qui a été souvent un bricolage institutionnel. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste peut-être l'indisciplinarité. C'est là que se situe le paysage, peut-être. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à être indiscipliné, indisciplinaire, pour justement avancer et reconstruire quelque chose d'autre. Pour reconstruire quoi? Le paysage ou l'environnement? Ou bien les deux ensemble, en les confondant? Je ne sais pas. Hein? Gérer l'inattendu. Je ne sais pas ce qui se passera. Mais c'est la question qui se pose. Si on n'organise pas le paysage, si on ne donne pas des bases les plus solides, il va se faire digérer par l'environnement. Et nous sommes dans une société à dominante biologique, une pensée biologisante qui nous domine. Pourquoi parle-t-on de biodiversité et pas de diversité culturelle? Bon, hein, la biologie envahit le monde et elle est dominante. Les Américains le montrent, disons, à travers le oui, d'accord, merci. Voilà, c'est une possibilité. Alors, quelle est la possibilité? La possibilité, comme toujours en recherche, c'est de faire une hypothèse. Cette hypothèse, en fait, c'est une utopie. Imaginons une nouvelle discipline pour le paysage. Bon, ça ne marchera certainement jamais, mais les utopies sont intéressantes. Imaginons ce qu'on appelle une science diagonale, c'est-à-dire une science qui recoupe les autres, mais qui organise à partir des concepts. L'exemple, c'est lequel? C'est l'écologie. L'écologie est une discipline diagonale parfaitement réussie, empruntée à beaucoup de disciplines, à botanique, la pédologie, etc., l'économie maintenant, et elle a constitué malgré tout un ensemble qui est relativement cohérent. Je parle de l'écologie scientifique, évidemment, de l'écosystémique. Est-ce que le paysage peut évoluer vers ça? Pourquoi pas? Je n'en sais rien. Il faut le tenter, l'opération. Bon, parmi les autres sciences diagonales qui ont réussi récemment, signalons l'agronomie, la foresterie, la pédologie. Je pense par exemple au travail de Hénin sur le profil culturel. Donc vous voyez que du point de vue de la méthode, on reste dans l'incertitude. Mais l'incertitude est notre lot, on va faire autrement. Il faut avancer. Un cinquième point, qui a été abordé largement hier, ou ce matin même, c'est celui de la médiation paysagère. La médiation est devenue une nécessité, mais aussi, en grande partie, une tarte à la crème. Hein? Bon. Alors, qu'est-ce qui se cache sous la médiation? En participant de plus en plus largement à l'aménagement du territoire, le paysage est progressivement sorti de la recherche.
de la recherche fondamentale. On ne peut plus travailler sur le paysage quand on fait de l'aménagement, même quand on fait de la recherche fondamentale, sans penser que le paysage a une autre dimension que scientifique, qui est la médiation. Pour s'en sortir entre médiation, il faut sortir la médiation de l'analyse scientifique proprement dite, pour construire la médiation en tant que méthode spécifique, ce que tu as fait ce matin. Donc on ne peut pas, à partir de la recherche fondamentale, brutalement, faire de l'aménagement. On risque d'avoir des difficultés. Donc il faut trouver une interface. C'est la définition même de la médiation. Donc distinguer un paysage de la recherche qui reste indispensable et un paysage, disons, de la médiation. Organiser la médiation en tant que telle, mais cela veut dire aussi se retourner sur le fondamental pour qu'à partir de la médiation, on redéveloppe le fondamental. C'est-à-dire, en quelque sorte, faire une intégration remontante et enrichir le fondamental à partir de tout ce qu'a pu apporter et ce qu'apporte tous les jours la médiation paysagère. Donc il y a une dialectique là à mettre en place, qui n'a rien de très original, mais qui va permettre certainement d'avancer un peu. Le paysage existe en dehors de l'action, ça c'est comme une culture, mais il existe aussi dans l'action. Donc, pour l'instant, séparons les choses et ensuite on pourra peut-être faire un rapprochement. Voilà en gros les éléments généraux qui me sont apparus dans les discussions. Comme j'entends mal, que je ne peux pas me dédoubler, donc je n'ai pas tout vu, tout entendu. Mais enfin, quand même, j'ai essayé de couvrir un maximum d'idées. Il y a, dans ce que j'ai entendu, 2 découvertes pendant ces journées qui me paraissent importantes. Ce n'est pas du subsidiaire. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que si nous voulons que le paysage se développe, il faut qu'il affirme son originalité par rapport à l'environnement et par rapport aux autres démarches disciplinaires. Donc, qu'est-ce qui fait l'originalité du paysage? Bien, j'en ai trouvé 2. D'abord, le paysage comme marchand d'oubli. Bon, dans l'histoire du paysage, il y a des périodes fastes, où le paysage se développe, mais aussi il y a des périodes pendant lesquelles le paysage disparaît. Soit il est détruit matériellement, mais souvent il disparaît parce que la mémoire s'efface. Il y a des paysages plus ou moins reconnus. Il y a aussi un certain nombre de paysages honteux, dont on ne veut pas parler, des paysages de dégradation, ou des paysages qui correspondent à des périodes difficiles. Pour ma part, le paysage honteux par excellence, c'est le pétainisme. La période de Vichy, il y a eu là toute une propagande autour de la nature, autour de la terre qui ne ment pas, les camps de concentration, les feux de camp, enfin il y a eu toute une série de retours à la nature, si on peut dire, et ça, on ne le voit pas apparaître ou très peu dans les études scientifiques. Or, à mon avis, c'est essentiel, c'est comme ça que ma génération a été formée. Je n'ose pas dire que c'est à cause de Charles Maurras, mais c'est un peu ça. Donc, vous voyez, il y a à reprendre l'histoire du paysage. L'histoire du paysage, ce n'est pas uniquement la grande histoire, XVIIIe siècle et autres, c'est aussi, disons, des phénomènes qui ont joué sur le paysage et qu'on a plus ou moins étouffé. Donc, je crois que l'oubli, les jeux de la mémoire doivent être pris en compte, mais dans un cadre historique. La mémoire, l'oubli, tout ça c'est bien, mais il faut le resituer dans une démarche de logique historique et d'analyse sérieuse. Et tout cela a contribué non seulement à la fabrique du paysage contemporain, mais aussi à la fabrique des paysages qui vont subvenir. Le deuxième point, on a suffisamment parlé, c'est la mise en horizon d'un paysage. Alors je sais bien que moi, ça m'a paru quelque chose d'extrêmement original, pas nouveau. L'horizon, on le connaît depuis longtemps, même les paysagistes en parlent depuis longtemps. Mais dans la formulation, c'est quelque chose qui mérite d'être repris
d'être amplifié parce que, par l'horizon, le paysage se distingue définitivement de l'environnement. Je cite une étude, bon, on a parlé à ça d'entre vous, une étude dans le cadre du programme de recherche politique publique et paysage. Une étude sur le Cap Corse, menée par un grand organisme de recherche et une équipe très sérieuse, pluridisciplinaire. Vous avez étudié le Cap Corse. Bon, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étudié, ils ont pris le parcellaire, les cultures, très bien, rien à dire. Pas un mot sur la Méditerranée, pas un mot sur la montagne, pas un mot sur le maquis corse, pas un mot sur la culture corse. Ils ont étudié le paysage, le parcellaire qu'ils avaient, tout simplement. Bon, ça paraît être une caricature, mais regardez ce que l'on fait, hein, ce qui est réalisé dans beaucoup d'études paysagères. C'est ce qu'on fait. On oublie l'horizon, ça participe du paysage. Quand on a fait une enquête sur le piémont pyrénéen, peu importe où, en fait, dans le Bas-Comminges, dans la région entre Toulouse et les Pyrénées de Luchon. On a fait une enquête photographique classique auprès des paysans qui vivent dans les collines. On leur demande de faire les photos comme une méthode un peu facile, mais bon, qui donne quelques résultats. Et on s'est aperçu qu'ils ne photographiaient pas les paysages auxquels on pensait. Ils photographiaient plus souvent les mairies et les églises que les bocages. Mais aussi, ils ont photographié les Pyrénées qu'ils avaient dans le lointain. Hein, je connais ça. Ben, c'est leur cadre de vie, c'est ça le paysage aussi. C'est pas uniquement, ils ont le parcellaire, c'est pas uniquement la culture, c'est pas uniquement les vaches dans un pré, hein, c'est aussi quelque chose que l'on voit, que l'on vit. À ce moment-là, l'environnement, les travaux environnementaux, ils ne peuvent pas prendre en compte ces choses-là. Voilà, je crois, qui est un apport important. Ce sont deux exemples, simplement, que j'ai tirés de vos expériences personnelles. Bon, bien sûr, cet exposé, il va y avoir de conclusions. Hein. Bon, donc l'horizon sera peut-être le mot de la fin, hein, au propre et au figuré. Parler de paysage, je crois que c'est donner un horizon au territoire et à l'environnement. Un spectacle, un réceptacle, une pensée et un avenir. Voilà, c'est prêt.